depuis 6 heures du matin, il prie pour un miracle. Nous avons décidé que ce soir à 21 heures, nous devrons retirer le maintien en vie. 3 étudiants universitaires, tous pleins de vie, avec toute leur vie devant eux, sont morts. Cette vidéo de KOLD Télévision montre qu'ils ont été percutés en traversant une rue près de leur université. Je n'essaie en aucun cas de minimiser la gravité de l'infraction, mais mon client a eu peur, il ne savait pas quoi faire. Il est parti, est allé à son appartement, a communiqué avec son père et est retourné au commissariat de police à pied. Et attendez d'entendre la version du conducteur. C'est l'avocat du suspect présumé, engagé par son père, qui a utilisé, je cite, d'importantes ressources maintenant pour plaider au tribunal. Selon la police, le conducteur, étudiant à l'université, roulait vite en Porsche, a percuté 3 personnes mortellement et ne s'est pas arrêté ni porté secours. Il serait parti en voiture pour appeler son père. Qu'a dit d'autre son avocat au sujet des origines de sa famille lors d'une audience émouvante au tribunal? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans cette histoire. Et honnêtement, j'ai beaucoup de compassion pour les parents des victimes. Ils ont reçu ce coup de téléphone nocturne redouté par tous les parents, annonçant que leurs enfants étaient blessés et disparus. Apparemment, aux mains de quelqu'un qui a décidé qu'il valait mieux penser à sa propre situation qu'à la leur, et qui a pris la fuite. Je crois fermement que le comportement imprudent et irréfléchi de M. Hartal, ainsi que son mépris total et absolu pour la loi et la vie humaine, exige la caution la plus élevée possible et qu'il soit placé en détention. Avant d'aborder cette audience émouvante où les familles des victimes ont pu confronter ce suspect pour la première fois, je veux expliquer ce qui s'est passé à seulement quelques pâtés de maison du campus de l'Université de l'Arizona, à Tucson, vers 11 h du soir, le jeudi 30 octobre. Maintenant, je veux vous présenter Katia Castillo Mendoza, âgée de 21 ans. Elle était une avocate en devenir. Voici Sophia Trottel, 21 ans, qui travaillait à la radio étudiante du campus. Elle était également bénévole au bureau du shérif du comté de Pima. Et voici son petit ami, Josia Santos, âgé de 22 ans. Il aimait jouer sur scène et participait souvent au théâtre étudiant à l'Université de l'Arizona. Ainsi, ils traversaient juste une rue tous les 3. Ils étaient à un passage piéton près d'Euclide et de la 2e rue, près du campus. La police affirme que la vitesse était limitée à 30 miles par heure, comme on le voit sur cette image Google Maps prise ici. Ce n'est pas une autoroute ni une grande rue, mais une zone entourée de bâtiments, appartements hors campus, hôtels et restaurants. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le suspect dans cette histoire aurait traversé cette zone à grande vitesse, dépassant les 30 miles à l'heure. Nous n'avons pas encore entendu exactement à quelle vitesse les autorités pensent que ce conducteur roulait. Voici quelques photos des conséquences. Ces images sont de KGO Télévision. Katia, Sophia et Josia, ils ont tous été percutés par une Porsche qui roulait prétendument à grande vitesse. Voici ce qu'un avocat de la famille de Sophia a déclaré au tribunal lors d'une audience sur la caution. D'après ce que je comprends, il y a également des preuves qu'il y avait des substances illégales dans le dépistage sanguin du prévenu. Étant donné la nature de cette affaire, il existe un risque de fuite et un risque pour la communauté à atténuer, soit par une caution élevée, soit par une cure de désintoxication sans caution. Voilà tout, votre honneur. Merci. C'est aussi un point important de l'affaire. On pense que le suspect avait peut-être de la drogue ou de l'alcool dans le sang quand il aurait tué 3 personnes avec sa Porsche. D'autres informations sur lui suivront. Et je cite, « les ressources importantes dont dispose sa famille, et cela selon son propre avocat. » Sophia et Josia, ils sont morts sur place. Un parent de Josia a écrit sur Facebook. Il chantait, dansait, jouait la comédie. Et chaque fois qu'il était sur scène, je murmurais fièrement, « c'est mon bébé ». Ils ont poursuivi en disant, « puis Sophia est arrivée, une âme brillante. Elle l'aimait passionnément et ensemble, ils étaient inarrêtables. » Sophia avait eu 21 ans il y a quelques semaines. Katia a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa famille déclarera au tribunal son décès le 1er novembre à State. Ils ont dû prendre une décision qu'aucune famille ne devrait avoir à prendre. Mais ils ont dû prendre la décision de la débrancher de l'assistance respiratoire. Nous sommes ici depuis 6 heures du matin, priant pour un miracle. Nous avons décidé que ce soir, à 21 heures, nous devrons débrancher Katia de l'assistance respiratoire. Il existe une cagnotte GoFundMe pour Katia qui dit « Elle était l'une des âmes les plus douces et les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Quelqu'un dont la chaleur et la lumière touchaient tous ceux qui l'entouraient. Ces 3 vies, ces 3 avenirs, tous fauchés, apparemment par une Porsche lancée à grande vitesse,
conduite par un homme pensant d'abord à lui-même. Vidéo de ce conducteur lors de sa première comparution au tribunal. Il s'appelle Louis-Jean Hartal. 19 ans, il est inculpé de 3 meurtres au second degré et d'avoir quitté les lieux d'un accident mortel. Il est resté peu émotif pendant l'audience de caution d'environ 25 minutes. Il s'est simplement assis près de son avocat et a écouté les proches de ses présumées victimes. Il a baissé les yeux et écouté son avocat, devant entendre cela. Voici ce que la sœur de Katia Castillo Mendoza avait à dire au tribunal. Elle appelait depuis les soins intensifs après avoir décidé que sa sœur serait débranchée de l'assistance respiratoire. Sa perte a bouleversé sa famille. Nous sommes complètement brisés. J'espère qu'il sait qu'il n'a pas seulement pris sa vie, il a pris une partie de chacune des nôtres. Nous demandons à votre honneur d'imposer la caution la plus élevée. Hartal conduisait une Porsche Boxster 2019 qui vaut environ 60 000 $. Encore une fois, il n'a que 19 ans. Non seulement il est accusé d'avoir eu de la drogue ou de l'alcool dans son organisme au moment de l'accident, mais ce qui rend cela encore plus choquant, plus troublant, c'est ce qu'il a fait juste après l'impact. Son propre avocat l'a expliqué lors de cette audience. Écoutez. Je n'essaie en aucun cas de minimiser la gravité de l'infraction, mais mon client a eu peur, il ne savait pas quoi faire. Il est parti, est allé à son appartement, a communiqué avec son père, puis est retourné lui-même au commissariat de police. Il a parlé à son père qui lui a dit « Retourne et trouve le commissariat, peu importe comment tu y vas ». Au lieu de s'arrêter et de vérifier l'état des étudiants qu'il venait de percuter, Hartal a fui car, selon ses mots, il ne savait pas quoi faire. Il apparaît aussi que la famille d'Hartal est très aisée. Originaire de San Francisco, il a aussi étudié à l'Université de l'Arizona. L'avocat engagé par sa famille dit que son père possède une entreprise bien établie à San Francisco. À ce stade, nous ne savons pas ce que fait son père dans la vie. Mais l'avocat a exposé la situation financière lors de cette audience pour argumenter qu'Hartal ne présente pas de risque de fuite. Monsieur Hartal est étudiant à l'unité de valeur. Il a un appartement ici. Son père est arrivé en avion ce matin et il assiste. Il regarde cette audience. Son père va... Si Monsieur Hartal se fait expulser de l'appartement où il loge à l'unité de valeur, il loue un autre appartement où sa mère, très probablement, viendra s'installer avec lui depuis la Californie pour rester avec lui pendant qu'il est ici. Il n'y a absolument aucun risque de fuite. Monsieur Hartal ne retournera pas en Californie. Nous ne demandons pas qu'il retourne en Californie. Il n'y a aucun risque de fuite concernant sa présence à chaque audience et à chaque procédure judiciaire. Je peux vous dire que son père a consacré des ressources importantes pour engager notre cabinet et pour s'assurer que Louis se présentera au tribunal. Il aura de la famille sur place. Pour moi, le risque de fuite est inexistant, connaissant la famille, en apprenant à connaître les parents et en rencontrant Louis. Vous savez, il y a des cas où l'on voit que les ressources importantes d'un prévenu sont en fait utilisées comme un argument contre lui lorsqu'il s'agit de lui accorder une caution. Mais c'est intéressant parce que, dans ce cas, c'est la défense qui soutient que ces ressources importantes prouvent qu'il n'est pas un risque de fuite. Maintenant, l'avocat de Louis a également déclaré qu'il était au poste de police moins d'1 heure après l'accident. Cela doit être vraiment difficile à entendre pour les familles des victimes dans cette affaire. Parce que quand on pense au moment critique où quelqu'un est percuté par une voiture et à quel point 1 heure peut sembler longue, dans ce contexte, c'est quelque chose que l'on trouve tout simplement choquant. Et c'est une situation triste. Et vous entendez aussi l'avocat dire que Louis va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Nous verrons ce qui se passera au fur et à mesure que cette affaire avance. L'avocat d'Hartal a demandé que la caution soit fixée à 50 000 $. Le juge a décidé que la caution serait de 250 $ en espèces. S'il paie la caution, ce jeune de 19 ans ne pourra ni conduire, ni consommer alcool ou drogue lors de sa libération. S'il peut payer 250 000 $ en liquide, il ne pourra pas non plus contacter la famille des supposées victimes. Nous accueillons Maître Éric Fatis, avocat de la défense, pour discuter de l'affaire. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. D'abord, en observant cette audience sur la caution, j'ai parfois l'impression, selon l'État, que certaines sont très procédurales. Votre avocat fait une déclaration, puis on continue. Dans ce cas, plusieurs membres de la famille ont pu confronter ce suspect au tribunal. À quel point est-il courant de voir une audience de cautionnement comme celle-là? Il y avait tellement d'émotions. Oh mon Dieu, tu sais, Chris,
C'est certainement une question sensible. Bien sûr, une audience chargée d'émotions, ce qui est à prévoir. Tu sais, 3 jeunes sont morts et leurs familles ont plaidé en leur nom devant le tribunal. Et ils essaient de dire, regardez, la caution de cet homme devrait être élevée. Il représente un danger, il présente un risque de fuite. De l'autre côté, l'avocat de l'accusé fait son travail et il essaie d'expliquer pourquoi une caution est appropriée, quelle garantie il peut donner au tribunal. Donc oui, c'est certainement une audience à enjeu élevé et chargée d'émotions pour bon. Je veux m'intéresser un peu à ce qu'a dit l'avocat du suspect. Louis Artal, il a 19 ans. Il conduisait une Porsche de 2019 originaire de San Francisco. D'après l'avocat, son père possède une entreprise très établie dont la nature n'a pas été rendue publique. Mais l'avocat a déclaré que son père avait dépensé, selon ses propres mots, des ressources considérables pour l'engager comme avocat. Et il poursuit en disant que la mère vivrait avec lui en Arizona s'il était libéré sous caution. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans beaucoup de cas où l'on entend l'argument selon lequel cet accusé a beaucoup d'argent, c'est généralement du côté du procureur qu'on dit qu'il faut une caution pour éviter tout risque de fuite, parce qu'il pourrait prendre un avion et partir d'ici. Que penses-tu du fait que la défense utilise cela pour demander une caution plus basse? Tu sais, en tant qu'avocat de la défense, et j'ai été des deux côtés, j'ai été procureur, j'ai été avocat de la défense. Parfois, s'il faut montrer l'autre côté de la médaille, tu dois prendre un fait qui pourrait apparemment être contre toi et essayer de le transformer en quelque chose de positif. C'est ce que la défense tentait ici. Ils essaient de convaincre le juge que, regardez, les ressources ne sont pas quelque chose dont vous devez vous préoccuper, votre honneur. Au contraire, c'est quelque chose pour rassurer le tribunal sur le fait qu'il a les ressources pour se défendre dans cette affaire, pour rester dans la juridiction. Il peut apparemment acheter une maison là-bas et faire venir sa mère, ce que la plupart des prévenus ne peuvent pas se permettre. Je pense que la défense voulait rassurer le tribunal pour obtenir une caution raisonnable pour leurs clients. Et je sais que la caution, son but, c'est de s'assurer que ce prévenu se présente à toutes ses audiences, qu'il n'y ait pas de risque qu'il prenne la fuite. Mais je pense aussi que, du point de vue d'un juge, s'il avait dit « d'accord, vous pouvez acheter une maison à Tucson, Arizona. Votre mère y vit avec vous et votre père paie. Votre avocat dispose de ressources considérables. » Si le juge avait accepté cela, il y aurait eu un retour de bâton publiquement parce que 3 personnes, 3 jeunes, sont mortes. Qu'est-ce qui entre en compte dans la décision d'un juge? Je veux dire, est-ce que cette pression publique qu'il recevrait influence réellement la décision d'accorder une caution à quelqu'un comme Louis Artal? Tu ferais mieux de le croire, Chris, parce que tu sais, le juge, pendant l'audience, a même mentionné qu'il y avait déjà des spectateurs en ligne qui suivaient l'affaire. Cela vient tout juste de se produire il y a quelques jours et il y avait déjà une sorte d'attention nationale à ce sujet. Donc, le juge doit en tenir compte. Vous savez, le juge a effectivement pour mission de s'assurer que la loi est respectée, pour s'assurer qu'il ne relâche pas quelqu'un qui pourrait prendre la fuite ou représenter un danger pour la communauté. Avec cette pression supplémentaire, tout est un peu amplifié dans ce genre d'affaires. Et donc, le juge regarde ça en se disant « non seulement quelle est la meilleure décision dans cette affaire, mais aussi en tant qu'être humain. Ma décision pourrait-elle m'affecter personnellement ou modifier la perception du public sur moi en tant que juriste? » Eh bien, ce n'est pas un critère légal pour la caution, mais c'est une considération humaine qui s'insinue certainement dans l'esprit de certains. C'est une affaire tragique, c'est une affaire horrible. Vous savez, je pense au fait qu'il y a eu ce moment où le conducteur a percuté ces 3 étudiants. Qui sait ce qu'il a cru s'être passé? Clairement, il percute quelqu'un, rejoint son appartement et appelle son père. La défense affirme, il est revenu et s'est rendu au commissariat dans l'heure. Et l'argument était aussi qu'il ne savait tout simplement pas quoi faire. J'imagine que d'un point de vue juridique, et même pour un avocat de la défense de dire cela, qu'il ne savait vraiment pas quoi faire, je pense qu'en tant qu'humain, s'arrêter après avoir heurté un cerf serait une bonne idée. Comment cela pourrait-il? Je veux dire, à quel point est-ce accablant? Au final, la défense dit en gros, oui, il a fait ça, mais il ne savait tout simplement pas quoi faire. Vous savez, l'ignorance de la loi n'est jamais une défense, mais vous voyez, l'immaturité, la naïveté, ce sont des éléments qui peuvent être avancés comme circonstances atténuantes. Ce n'est pas pareil si une personne de 40 ans, avec toute son expérience, faisait cela et devrait savoir mieux. Bien sûr, à 19 ans, il avait l'obligation légale de s'arrêter. Nous espérons tous que ce serait le cas.
Et l'accusation va devoir prouver plusieurs choses. Ils vont devoir prouver que l'accusé a en quelque sorte évalué la nature du préjudice qu'il a causé. Je ne connais pas précisément son état d'esprit ni ce qu'il a observé à ce moment-là. Est-ce qu'il savait que ces personnes étaient mortes sur le coup? Ça va être difficile à prouver ce qui se passait dans sa tête. Je pense que la défense va utiliser cette stratégie en disant « Eh, c'était un jeune gamin idiot et c'est un terrible accident. » Ce n'est pas la même chose qu'un meurtre intentionnel et malveillant, donc ils essaient de distinguer ce type d'affaires. L'avocat de la défense n'a pas réagi. Et ce n'était pas vraiment le but de cette audience de contester les faits de ce qui s'est réellement passé. Et je pense que l'avocat de la défense a fait tout ce qu'il essayait de faire. Dans ce sens, vous voyez, je veux dire, une audience très chargée et émotionnellement, il essayait d'obtenir la meilleure caution possible pour son client. Mais si lors d'une audience sur la caution, vous ne niez pas vraiment qu'il était la personne au volant, cela n'a pas été vraiment discuté, mais il ne niait pas être au volant. Il a dit avoir appelé son père. Êtes-vous engagé par cette défense à l'avenir, selon vos propos, lors de l'audience sur la caution, si l'affaire va jusqu'au procès? C'est une question importante, Chris, car j'y ai aussi pensé en écoutant. Vous savez, en tant que défense, une partie de votre travail consiste à explorer toutes les défenses potentielles qui pourraient exister. Et vous savez, toutes sortes d'explications alternatives plausibles à ce qui aurait pu se passer. Ensuite, le procureur doit généralement réfuter ces explications. Ici, vous voyez qu'il admet déjà qu'il ne peut pas prétendre qu'il s'agissait d'un autre suspect ou conducteur. Et cela aurait pu être au moins une défense possible à envisager lors des négociations avec le procureur en disant « Eh, vous ne pouvez pas prouver que c'est mon gars. » Eh bien, maintenant, ils le peuvent. Donc, il faut faire attention aux déclarations faites au tribunal, mais je pense que l'avocat de la défense, dans l'ensemble, en est venu à la conclusion que, eh bien, peut-être que cette défense du conducteur alternatif n'a absolument aucune crédibilité. Et à la place, nous devrions nous présenter devant le tribunal un peu humblement, de manière sincère, pour essayer, vous savez, d'être honnête avec tout le monde et tenter d'obtenir un certain avantage grâce à cette approche. Je me demande aussi avec le suspect qui s'est enfui en voiture et l'avocat a dit qu'il était revenu dans l'heure. Donc disons simplement environ 1 heure après l'accident. Et c'est un membre, l'un des avocats de la famille de la victime, qui a évoqué, lors de cette audience sur la caution, que potentiellement il avait soit bu, soit été sous l'influence de quelque chose. Il ne fait pas face à des accusations telles que conduite sous influence ou quoi que ce soit lié à la drogue à ce stade. Le fait qu'il n'ait pas été sur les lieux pendant 1 heure complique les choses. Si vous vous arrêtez sur la route, un policier vous fait passer un alcotest et c'est votre taux d'alcoolémie à ce moment précis. J'ignore quand il a été testé ou autre. Son départ complique-t-il la capacité de l'accusation à prouver s'il était sous influence au moment des faits? Cela pourrait poser un vrai problème pour la défense, Chris, car il y a une grande différence entre une conduite négligente ayant causé la mort, où un accident survient par manque d'attention, et le fait de conduire en état d'ivresse et causer une mort de façon imprudente, une accusation bien plus grave. Mais prouver ce qui s'est passé pendant cet intervalle d'1 heure va être très important. Souvent, sans dire que c'est le cas ici, une allégation apparaît selon laquelle un prévenu aurait consommé des substances après l'événement. L'argument avancé est souvent « ils étaient paniqués et ne savaient pas que faire ». Ils avaient peut-être déjà une dépendance, un fardeau et ont cédé par peur. Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment prouver que le prévenu était bien ivre en conduisant et non après dans l'heure suivante? Ce sera difficile. En tant qu'avocat de la défense et avocat de Lewis Hartol dans cette affaire, encore une fois, il ne semble pas qu'il nie qu'il était le conducteur qui a fait cela. Que faites-vous après avoir accepté l'affaire, même si l'accusation semble avoir des preuves que votre client conduisait et que tout s'est produit? Quelles sont les choses, est-ce que vous examinez à mesure que cette affaire avance? Vous construisez votre dossier sur ce que pourrait être votre défense. Plus précisément, dans un accident comme celui-ci, impliquant un véhicule, qu'est-ce que vous regardez? Vous savez, il y a un certain nombre de points que vous devez au moins explorer. Comme vous l'avez dit, existe-t-il une défense basée sur un suspect alternatif? Il semble que cette option soit désormais écartée. Est-il possible que votre client ne soit pas responsable de la collision? Les soi-disant victimes étaient sur le passage piéton, donc la défense sera difficile. Il y a aussi les ressources. Vous entreprendriez donc d'importants efforts d'atténuation.
Je ferai une évaluation de la santé mentale et probablement aussi de la consommation de substances pour ce garçon. Je verrai s'il y a des spécialistes qui pourraient se dire « Eh, c'est vraiment inhabituel pour lui. C'est un incident isolé sans danger futur pour la communauté. » Vous devez développer ces arguments comme avocat de la défense pour les utiliser lors des négociations de l'affaire. Et une partie de cette histoire, et il conduisait une Porsche. Et je pense que lorsqu'un jury entendra cette affaire, un jeune homme de 19 ans conduit une voiture qui vaut, même d'occasion, environ 60 000 $, bien plus que la moyenne. Eh bien, les prix des voitures augmentent, mais disons simplement que pour une personne moyenne, un jeune de 19 ans moyen, ils ne conduisent pas de Porsche Boxster. Est-ce simplement la perception que c'est un gamin riche? En tant qu'avocat de la défense, est-ce quelque chose contre lequel vous devez lutter si cela devait aller en procès? C'était le gamin riche qui appelle son père et conduit une Porsche de 60 000 $. Elle dit que ce genre de récit peut avoir un impact négatif sur un jury pour la défense. Oh, je pense à 100%, et la défense va devoir essayer de prendre les devants là-dessus. Parce qu'une histoire qui peut surgir, surtout de l'accusation, c'est qu'il s'agissait d'un gamin riche qui se croyait intouchable et au-dessus des lois, pensant tout pouvoir faire. Il possède ce superbe véhicule de luxe. Et il s'est livré à une mauvaise action, puis il n'a pas essayé de demander de l'aide, mais il a plutôt essayé de se protéger en appelant son père riche, en engageant un avocat très rapidement. Cela peut laisser un goût très amer dans la bouche des jurés, surtout quand on parle de 3 jeunes qu'il aurait tués. Il est donc vraiment important d'essayer de devancer cela, de devancer ce récit. Vérifier si ce jeune homme a fait des dons philanthropiques et de quel type. Vous savez quelle qualité rédemptrice pourrait-il mettre en avant pour rééquilibrer un peu l'impression que le jury pourrait très bien avoir? C'est un étudiant de 19 ans. Si cela devient une affaire civile, si un membre de la famille en finit par le poursuivre, évidemment, c'est son père qui a de l'argent, sa mère aussi. Et ça, c'est juste, je ne sais pas combien d'argent ils ont, c'est juste l'avocat qui dit clairement qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'engager. Je pense qu'il a une grande entreprise, je ne sais pas laquelle, mais ils ont clairement de l'argent. Dans quelle mesure les parents seraient-ils vulnérables à un procès en cas de plainte pour décès injustifié ici? Comment cela fonctionne-t-il? Donc, en règle générale, seul le conducteur défendeur serait responsable de payer les dommages civils issus des poursuites pour décès injustifiés. Ça ferait 3. Il y en aura au moins 3. Et donc, vous savez, à partir de là, il existe certains moyens d'essayer de saisir les biens des parents. L'un des moyens, c'est si le fils partage un quelconque véhicule d'investissement que les parents lui ont donné, ou s'il est bénéficiaire ou autre chose similaire. Parfois, ces situations peuvent être attribuées. Certains États appliquent la doctrine de la voiture familiale, d'autres autorisent des recours pour attribution négligente. Ou si les parents laissent l'enfant conduire cela alors qu'il avait des problèmes et qu'il n'aurait pas dû le laisser faire. Il existe alors des moyens d'essayer d'augmenter le règlement ou le verdict du jury au civil, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur cette famille si les plaignants s'y prennent correctement. Et je sais que c'en est un aussi, qui varie d'un État à l'autre. Et dans certains cas, vous savez, dans ce cas, il fait face à des accusations de meurtre au second degré, mais il conduisait un véhicule. La défense pourrait affirmer qu'il n'avait pas l'intention de heurter et tuer 3 personnes sur le passage piéton ce soir-là. Pour beaucoup d'accusés de meurtre au second degré, l'acte peut être commis sous l'émotion. Il tire sur quelqu'un, mais ici, c'est un accident de voiture, je pense. En quoi cela varie-t-il selon les États ? Et pourquoi ne serait-ce pas un homicide involontaire s'il roulait trop vite et percutait des piétons? Il n'avait pourtant pas l'intention de le faire. Vous savez, je trouve les accusations de meurtre au second degré un peu ambitieuses de la part du procureur. Je pense que, vous savez, il faut faire attention à ne pas trop en faire. J'ai examiné la loi de l'Arizona et il semble que ce sur quoi le procureur s'appuyait, c'est ce concept de meurtre par indifférence extrême, où ils disent « il a agi avec une indifférence extrême envers la vie humaine et a causé de façon imprudente la mort de ces 3 jeunes personnes ». Habituellement, l'exemple typique pour cela serait, par exemple, vous êtes à une foire d'État et quelqu'un commence simplement à tirer dans la foule. Ce n'est pas vouloir tuer une personne précise, mais faire preuve d'indifférence ou de conduite imprudente qui entraîne la mort de quelqu'un.
Ce n'est pas exactement analogue à cela. Je pense que ce que l'accusation va soutenir, c'est qu'il s'est saoulé et roulé à grande vitesse et qu'il aurait dû savoir que c'était un risque de blesser quelqu'un. Et il a effectivement blessé quelqu'un. C'est une approche assez non traditionnelle du meurtre au second degré. À voir si cela tient. Oui, on verra comment ça se passe. C'est très tôt. On attend aussi ce qu'ils apprendront sur l'intention. On ignore encore s'il y en avait ou non. Je ne dis pas qu'il y en avait, ni l'inverse. Mais oui, affaire très intéressante, histoire très triste. 3 personnes ont perdu la vie juste à l'extérieur de l'université de l'Arizona à Tucson. Eric Fadiz, avocat de la défense, ravi de vous recevoir sur Law & Crime. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être avec vous, Chris. Nous suivrons cette affaire de près. Hartal comparaîtra de nouveau le 10 novembre pour une audience préliminaire. C'est tout pour cet épisode de On the Case présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre podcast sur Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.